La thématique qui nous intéresse ce samedi 6 juin est portée sur l'intelligence artificielle, des principes à l'action. Nous nous demandons tous les jours qu'est-ce que l'intelligence artificielle, comment l'intelligence artificielle fonctionne, pourquoi l'intelligence artificielle. Durant ces 2 jours, ces 4 de formation, vous aurez toutes les réponses possibles à vos différentes questions. Et s'il vous plaît, à tout moment, vous pouvez m'interrompre pour pouvoir poser toutes vos questions. La présentation sur l'intelligence artificielle sera effectuée par 3 personnes. La première personne, l'ingénieur Bayambe Moumo, un collègue avec qui nous travaillons à Inchtech. Il est spécialiste en Big Data et Intelligence Artificielle. Il est le chef service Intelligence Artificielle à Inchtech. Monsieur Bayan présentera demain sur les applications de l'intelligence artificielle. Donc, dès demain, vous verrez les différentes applications de l'intelligence artificielle que nous, à Inchtech, nous avons déjà eu à concevoir, les différentes applications que nous avons déjà eu à concevoir et comment aussi vous pouvez concevoir vos propres applications. Ensuite, l'ingénieur Doumé Serge, qui travaille à Inchtech, il est project manager à Inchtech. Il est aussi spécialiste d'intelligence artificielle et des algorithmes de machine learning à Inchtech. Il présentera demain aussi les différents algorithmes d'intelligence artificielle que nous pouvons rencontrer et leur rôle et leur domaine d'application. Et la troisième personne, c'est moi-même, Dr. Aurel Chania. Je suis spécialiste dans les questions de Big Data, Data Science, Data Analytics, Internet de l'objet et intelligence artificielle, pour ne citer que ceux-ci. Et je suis ici au co-fondeur de Inchtech, qui est l'autre qui vous reçoit aujourd'hui sous sa plateforme de cours en ligne, ProTimeMe. Bien évidemment, en nous servant de la plateforme de Google ou Google Meet ou des cours en session virtuelle. Nous sommes ensemble. Alors, vous m'écoutez très bien? Oui, ça va. D'accord. Et si vous pouvez interrompre moi à n'importe quel moment où vous avez une question. Ok. C'est bon. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Si on regarde passe-partout, on va voir des définitions de part et d'autre concernant l'intelligence artificielle. Donc, la définition qu'on a généralement sur la plateforme Wikipédia, l'intelligence artificielle est l'ensemble des théories et des principes mis en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence. Donc, aujourd'hui, nous verrons d'où est-ce que cette définition-là provient d'intelligence artificielle. Comme sommet de notre présentation aujourd'hui et demain, nous devons parcourir ensemble l'histoire de l'intelligence artificielle pour voir d'où est-ce qu'elle provient, afin de maîtriser les bribes de l'intelligence artificielle et les différents propulseurs de l'intelligence artificielle. Nous verrons ensemble le contexte et les différentes définitions de l'intelligence artificielle. Toujours aujourd'hui, quelles sont les applications réelles de l'intelligence artificielle et les algorithmes de l'intelligence artificielle? Ces deux points vous seront présentés demain par mes collègues. Donc aujourd'hui, par ma modeste voix, je vais vous parler de l'histoire sommet de l'intelligence artificielle tout en insistant sur les applications et les années clés
de l'intelligence artificielle afin que vous puissiez saisir tout projet d'intelligence artificielle pour pouvoir mieux comprendre son importance aujourd'hui dans notre contexte, dans notre contexte du monde actuellement. Et ensuite, nous verrons le contexte et les différentes définitions d'intelligence artificielle afin que vous puissiez maîtriser l'intelligence artificielle du côté théorique. Et plus tard, dans 4 semaines, nous allons programmer des séances en ligne pratiques afin que vous puissiez prendre aussi la main, comme plusieurs d'autres personnes, sur les applications réelles de l'intelligence artificielle dans nos quotidiens. Donc, premier point de notre présentation porte sur l'histoire de l'intelligence artificielle. Avant de commencer ma présentation, j'aimerais savoir si il y a parmi les participants, il y a certaines personnes qui ont eu à faire avec l'intelligence artificielle, qui connaissent, qui ont un background par rapport à l'intelligence artificielle. Vous pouvez activer votre micro et répondre. J'aimerais que cette session puisse être vraiment interactive. Allô? J'écoute toujours votre intervention. Qui parmi vous qui a eu un background par rapport à l'intelligence artificielle? Personnellement, pour moi, c'est la première fois, monsieur. Ok, monsieur Socrate, comme c'est la première fois, c'est mieux d'appréhender d'où provient l'intelligence artificielle avant de vous lancer concrètement dans les applications et la pratique même de l'intelligence artificielle. Cela permettra d'avoir une bonne fondation. Au lieu de quitter en haut sur la pratique avant de descendre sur les théories fondamentales, mieux commencer sur les théories fondamentales et remonter sur la pratique. Ok, monsieur. D'accord, merci. Et Madame Becquerel, elle est avec nous. Ah, son micro est désactivé. Il faudrait qu'elle active ça. Monsieur Issa, Monsieur Zig le légendaire. Oui, je suis là. Oui, est-ce que tu as déjà eu à aborder une thématique par rapport à l'intelligence artificielle? J'ai eu à suivre une conférence dans une vidéo YouTube là, par rapport à l'intelligence artificielle. Et ce que j'avais retenu en gros, c'était plus à la vie. Ok, Monsieur Kamdem. Oui, bonsoir, prof. Bonsoir. Bon, personnellement, pour moi, lorsqu'on parle de l'intelligence artificielle, bon, je ne suis pas très certain d'avoir déjà eu à faire cela. À moins que l'on peut classer les microcontrôleurs à l'intérieur de l'intelligence artificielle. Si c'est le cas, oui, j'ai déjà eu à faire l'intelligence artificielle. D'accord, d'accord. Bon, pour les microcontrôleurs, ce n'est pas vraiment l'intelligence artificielle, c'est juste les algorithmes que nous écrivons et qui réalisons ce que nous aimerons. Peut-être comme pour écrire l'algorithme dans le microcontrôleur pour pouvoir avoir les valeurs des capteurs et activer les actionneurs. C'est un pas, mais on peut incorporer de l'intelligence artificielle dans le microcontrôleur. Durant cette formation, tu verras comment on peut le faire. Ok. Ok. Monsieur David Noir.
Oui, je suis présent. Oui, as-tu déjà entendu parler de l'intelligence artificielle? Non, pas de mon côté. Je suis en train de découvrir comme plusieurs. Dans- Et enfin, comme je disais tout à l'heure, enfin, pouvoir, pouvoir maîtriser l'intelligence artificielle de fond en comble. Donc, nous allons continuer nos représentations sur l'historique de l'intelligence artificielle. S'il vous plaît, si vous avez un problème, vous m'interrompez à n'importe quel moment. On ne peut pas parler de l'intelligence artificielle sans parler de Alan Turing. Plusieurs personnes parmi vous connaissent Alan Turing. Alan Turing qui a fait ses travaux sur l'intelligence artificielle allant de 1935 à 1950. Alan Turing qui est considéré comme vraiment le propulseur de la thématique intelligence artificielle, qui a rédigé des articles allant sur l'intelligence artificielle et a mis en œuvre un test que nous appelons le test de Turing, où tout le monde peut composer ce test en ligne, c'est gratuit, pour pouvoir mesurer sa propre intelligence. Alan Turing, nous tous connaissons que c'est un mathématicien et un cryptologue britannique qui a énormément travaillé pendant la Deuxième Guerre mondiale sur la cryptanalyse, sur les méthodes de cryptanalyse, et qui a aussi énormément fourni de domaines scientifiques, de domaines de l'informatique. Alan Turing a mis en place une machine qu'on appelait la machine Enigma, si j'ai bonne mémoire. Enigma, vous avez entendu parler de Enigma. Et en passant, si vous voulez avoir l'histoire complète d'Alan Turing, il y a un film qui a été réalisé pour retracer le parcours historique d'Alan Turing et son impact pendant la Deuxième Guerre mondiale, puisque la machine Enigma était là pour décrypter les différents codes envoyés par les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, après l'époque Alan Turing, toujours dans l'ère Alan Turing, nous avons Mark Kulosh et Walter Piech qui ont été les créateurs du neurone formel. Le neurone formel qu'on utilise jusqu'à maintenant, de 1933 qu'on utilise jusqu'à maintenant, qui est utilisé dans dans plusieurs applications d'intelligence artificielle. En fait, un neurone formel, c'est quoi? Vous avez tout le monde ici, nous avons un cerveau, nous savons que le cerveau, pour fonctionner les parties du cerveau, nous avons les neurones. Maintenant, un neurone formel, c'est juste une représentation mathématique et informatique d'un neurone biologique. De telle sorte qu'à pouvoir représenter les synapses, comment représenter les synapses ou bien les axones par les différentes liaisons que nous avons. Dans le neurone formel,
Nous allons revenir plus tard demain sur les différents types d'algorithmes d'intelligence artificielle que nous retrouvons. Mais il faut déjà connaître que c'est Marc Collot qui était les premiers avec Walter, puis les premiers à mettre en place le neurone formel, qui est calqué sur le neurone biologique. Ensuite, étant donné que pour pouvoir faire l'intelligence artificielle, nous avons besoin d'avoir des machines extrêmement rapides. Donc, von Neumann en 1945 a contribué énormément dans l'avancée de l'intelligence artificielle avec son architecture de von Neumann. Nous tous ici, je pense au moins que nous connaissons l'architecture de von Neumann pour l'architecture matérielle des ordinateurs de von Neumann qui a permis d'avoir des méthodes d'écriture assez rapides. En fait, si vous permettez, l'architecture de von Neumann, c'est un modèle pour un ordinateur qui utilise une structure de stockage unique pour conserver à la fois les instructions et les données demandées ou produites par le calcul, qui n'était pas le cas dans l'ancienne architecture, l'architecture de Harvard par exemple. Ceci sont les événements de 1945. Ensuite surviennent les événements de 1949 par Claude Shannon. Oui, Claude Shannon, qui est le père de la théorie de l'information. Nous tous nous savons ça. Qui a révolutionné le monde des télécommunications. Pour pouvoir envoyer une information, que ce soit numérique, nous utilisons toujours actuellement les méthodes de Shannon pour transmettre les informations. Donc nous ne pouvons ne pas citer Claude Shannon quand on parle de l'histoire de l'intelligence artificielle. Et ensuite aussi, nous avons toujours von Neumann, où en 1950, étant donné que l'intelligence artificielle faisait déjà des prouesses, est sorti avec un article sur les mythes de l'intelligence artificielle, tels que la singularité technologique. Quelqu'un ici a déjà entendu parler de la singularité technologique? Non. La singularité, ok. Ok, je vais prendre un exemple. Je vais expliquer très simplement qu'est-ce que la singularité technologique. La singularité technologique, ou certains scientifiques qualifient simplement comme singularité, en fait quoi? C'est une hypothèse selon laquelle l'invention de l'intelligence artificielle, donc suivez très bien, une hypothèse selon laquelle l'invention de l'intelligence artificielle déclencherait un emballement de la croissance technologique et qui induirait des changements imprévisibles sur la société humaine. Certains qualifient de singularité même des méthodes de supra-intelligence où les robots peuvent prendre le contrôle du monde, mais ce n'est pas encore le moment. Où la singularité, c'est une peur que les gens ont lorsqu'on aborde la thématique intelligence artificielle. Donc c'est ça la singularité technologique. Et de nos jours, nous voyons vraiment l'importance de la singularité technologique et comment la singularité technologique est en train de prendre de l'ampleur de nos jours. C'est bon? C'est bon, monsieur. Et enfin, en 1955, nous avons McCarthy, John McCarthy, qui invente le thème intelligence artificielle, où il dit intelligence artificielle est une discipline. Il invente comme une discipline. Donc, on ne peut pas prendre l'intelligence artificielle comme une partie, par exemple, de la mathématique. Non, c'est toute une discipline. Si vous faites de l'intelligence artificielle, c'est un tout, une discipline. Si nous continuons toujours avec l'histoire de l'intelligence artificielle, J'ai une question. oui, Que pensez-vous de la singularité technologique? Vous pensez que ça va arriver dans, je ne sais pas dans quelques années? Si vous avez regardé des films comme moi de Will Smith où les robots prenaient le contrôle du monde, moi je ne pense pas que ça doit arriver d'ici tôt parce que l'année dernière j'étais à une conférence où les scientifiques du collège Imperial College of London qui travaillent énormément sur l'intelligence artificielle
parler aussi de la cette singularité, mais c'est même pas prêt d'arriver, puisque actuellement, l'avancée des robots que nous avons actuellement, le meilleur robot que nous avons actuellement, il peut monter les escaliers, il peut déjà monter les escaliers, qui n'était pas le cas avant. Ça, ce sont des avancées de 2019. Ça veut dire que c'est peut-être dans 50 ans, dans 100 ans, ça va arriver, mais on ne sait pas. Puisque dans la science, il n'y a pas vraiment de limite, mais il y a quand même une éthique à suivre lorsqu'on parle de la science. Mais à mon moment de la vie, je ne pense pas que c'est prêt à arriver d'ici tôt. D'accord. Monsieur, j'aimerais savoir, Oui, justement, toujours au niveau de la singularité technologique, du côté de l'automobile, monsieur, est-ce que cela n'est pas déjà là? Parce que quand on regarde le salon de l'automobile de nos jours, de nombreux constructeurs veulent mettre leur voiture à la disposition de l'intelligence artificielle, monsieur. oui, très bien. Là-bas, c'est l'intelligence artificielle. Donc, il se base sur les faits pour pouvoir prendre une décision. C'est le principe fondamental de l'intelligence artificielle. On se base sur les faits. On se base sur les valeurs recueillies par les capteurs. Et on a programmé pour qu'il puisse prendre des décisions à suivre. Lui ne peut pas réfléchir, il n'a pas d'émotion. Ce qui va différencier les machines intelligentes de l'homme, c'est l'homme a des émotions. Et c'est ce qui nous rend notre nature humaine. Or, l'intelligence artificielle, les machines intelligentes n'ont pas d'émotion. Ils ne peuvent pas réfléchir au-delà de ce qu'on a programmé, même quand ils peuvent apprendre et donner des décisions plus tard. Il y a plusieurs documentaires, il y a plusieurs théories. Les théories du complot qui parlent de l'intelligence artificielle. Mais ça ne doit pas être un frein pour vous lancer dans ce domaine qui est vraiment très, très passionnant, le domaine de l'intelligence artificielle. Ok, monsieur. Merci pour vos questions. Ok, je parlais toujours de l'intelligence artificielle de John McCarthy. John McCarthy, c'est le premier qui invente le premier langage d'intelligence artificielle, le langage DISC processor. On ne doit pas rentrer dans les détails. Il y a aussi en 1964, on a inventé le premier chatbot qui s'appelait Elisa. Vous connaissez ce qu'on appelle un chatbot. De nos jours, dans presque tous les systèmes de e-learning, il y a les chatbots intégrés. Même sur Google, sur Facebook, il y a des chatbots que vous-même, si vous avez votre page Facebook, vous pouvez utiliser l'algorithme pour customiser votre propre chatbot. Ensuite, il y a eu la création du langage de programmation Prolog qui a propulsé l'intelligence artificielle. Étant donné que c'est dans les années 70 qu'il y a eu une montée de l'intelligence artificielle. Mais n'oublions pas que l'intelligence artificielle a connu aussi des zones, on appelle ça des zones mortes, des hivers. C'est vrai que de 72 jusqu'à 90, vous ne voyez presque rien. C'est ce qu'on appelle les hivers de l'intelligence artificielle. Les hivers où presque rien, l'avancée de l'intelligence artificielle n'était pas assez conséquente, dû à la limite de l'électronique, et à la limite de l'informatique. On ne pouvait pas vraiment implémenter pour pouvoir voir comment fonctionnent ces systèmes intelligents-là. Et ensuite, en 1990, il y a eu IBM. IBM a lancé Deep Blue. Vous connaissez Deep Blue, je suppose. Deep Blue, en fait, c'est quoi? Deep Blue, c'est un super ordinateur spécialisé dans les jeux d'échecs. Vous avez entendu parler de ça. Par adjonction de circuits spécifiques développés par IBM au début des années 90. Donc, Deep Blue, qui est un super ordinateur, a pu abattre les champions du monde aux jeux d'échecs. En 1997, il a battu le champion du monde des jeux d'échecs. Un ordinateur qui bat les champions du monde, qui réfléchit plus que les champions du monde des jeux d'échecs. Ensuite, nous avons eu des agents intelligents qu'on a développés dans les années 2000 pour pouvoir développer des faits
pour se baser sur l'intelligence artificielle. Et dans les agents intelligents, on a vu la montée croissante des systèmes comme les systèmes experts, où nous allons revenir sur tous ces algorithmes-là dès la journée de demain. Et récemment, en 2015, Google a inventé Google. La société, la firme Google DeepMind, qui est basée en Angleterre, ils ont inventé AlphaGo. AlphaGo aussi est un super ordinateur qui a pu battre le champion du monde du jeu de Go. Vous avez entendu parler du jeu de Go, j'imagine. Nous sommes toujours ensemble? Oui, monsieur. Très bien. Oui, Raven, il y a un problème? Si vous avez des questions, vous les posez, s'il vous plaît. Ok. Maintenant, peut-être que certaines personnes ne voient pas encore qu'est-ce que... Je vais encore rappeler avec les questions. Souvent, on se pose les questions de savoir qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Qui a créé cette discipline? On connaît qui a créé la discipline d'intelligence artificielle. John McCarthy en 1950. D'où vient cette appellation? Pourquoi personne n'est d'accord sur le sens qu'il faut lui donner? Ça, c'était la question de M. Socrate. Pourquoi la singularité? Puisqu'il y a beaucoup de scientifiques qui se déchirent sur ce domaine-là pour donner un sens à l'intelligence artificielle. Comment l'intelligence artificielle est-elle segmentée d'un point de vue technique? Quels sont ses grands courants intellectuels? Comment cette discipline nouvelle a-t-elle progressé depuis les années 50? Pourquoi a-t-elle connu deux grands hivers et qu'est-ce qui explique la dynamique actuelle? Elle a connu deux grands hivers parce qu'il n'y avait pas encore la montée croissante de l'électronique et de l'informatique. L'électronique était encore limitée et aussi les technologies d'informatique. Où en est-on aujourd'hui avec l'intelligence artificielle? Et comment l'intelligence artificielle se compare-t-elle de l'intelligence humaine? Tant sont les questions que nous nous posons tous les jours lorsque nous voulons aborder des thématiques sur l'intelligence artificielle. Nous venons de voir en quelque sorte l'historique de l'intelligence artificielle et nous allons parler plus tard de la définition de l'intelligence artificielle. Avant de donner la définition de l'intelligence artificielle, laissez-moi vous dire, l'intelligence artificielle généralement génère toutes sortes de fantasmes pour les uns et de craintes pour les autres. Certaines personnes ont peur de l'intelligence artificielle. Certaines personnes sont les fantasmes. Ils sont fans de l'intelligence artificielle, tandis que d'autres ont peur. D'autres ont peur que demain se réveille, c'est un robot qui digère le monde. Le film de Will Smith devient une réalité. L'intelligence artificielle s'inscrit dans une histoire humaine faite de machines qui démultiplient la puissance humaine. D'abord, nous avons mécanique, ensuite intellectuelle avec de l'automatisation et de la recherche effrénée de puissance et de l'effet de levier. Nous connaissons ce que c'est que l'effet de levier. Et l'intelligence artificielle alimente de nombreux mythes. Quand on parle de l'intelligence artificielle, on parle du mythe du golem. Vous connaissez le mythe du golem qui mène au robot, le golem qui mène au robot. Et aussi le mythe du robot de Frankenstein, à celui d'Icare. Icare ou Icare, bon, Icare. Donc, l'intelligence artificielle, on dit généralement, un entrepreneur va dire d'intelligence artificielle, intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est une boîte d'idées pour les entreprises qui se demandent où et comment intégrer l'intelligence artificielle et aussi le big data, puisque les deux sont généralement couplés dans les entreprises. Et plusieurs personnes se demandent toujours, est-ce qu'il faudrait un doctorat en intelligence artificielle pour créer une solution intégrante de l'intelligence artificielle? Mais c'est très faux. C'est très faux parce qu'aujourd'hui, il y a de nombreux outils de développement et d'intégration qui arrivent sur le marché, qui permettent à des développeurs moins qualifiés, à des personnes qui ne savent même pas écrire un algorithme d'intelligence artificielle, voire même des cadres d'entreprise, des personnes qui n'ont pas fait une
un domaine technique pendant leur cursus scolaire, de créer eux-mêmes leurs solutions intégrant les briques de l'intelligence artificielle. Car c'est très possible avec des solutions, avec des frameworks qui facilitent la tâche de nos jours dans ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Vous avez des questions avant qu'on puisse continuer? Des questions? Ok. Maintenant, descendons toujours à l'histoire de l'intelligence artificielle. Ici, nous avons résumé ce qu'on appelle l'histoire de l'intelligence artificielle en termes de dates clés et en termes de technologie qui fut créée dans cette date clé. En 1950, nous avons les tests de Turing que nous avons énormément parlé. En 1957, nous avons l'invention du perceptron. Le perceptron, c'est l'ensemble des neurones formels qu'on peut mettre en cascade pour pouvoir développer des normes, pour pouvoir développer des systèmes très intelligents. Nous avons ELIZA qui fut inventé. Il y a le langage Prolog. Il y a ARPANET qui fait son apparition en 1969, qui a aussi accéléré le processus d'intelligence artificielle. Il y a IBM qui a été créé en 1981. Et IBM aujourd'hui est l'un des propulseurs de l'intelligence artificielle. Et aussi c'est lui le propulseur du Big Data, comme nous l'avons vu le week-end dernier. Nous avons des systèmes experts. Des systèmes experts qui furent inventés dans les années 80. Nous avons le langage qui implémentait le langage LIPS, qui est le premier langage d'intelligence artificielle, des machines qui furent créées. Et le premier navigateur qui était Netscape, inventé en 1994. Tout cela a permis d'accroître le potentiel d'intelligence artificielle de nos jours. Vous connaissez la loi de Moore. Nous avons, de nos jours, on parle de l'Internet, de mobilité, des CPU, des GPU qui sont très utilisés, graphiques processeurs uniques, qui sont utilisés pour pouvoir démultiplier le potentiel de l'intelligence artificielle lorsque nous faisons une programmation ou bien un apprentissage d'un nouveau modèle d'intelligence artificielle. Nous avons la création des smartphones pour collecter les données. Nous avons les algorithmes de machine learning et de deep learning qui sont des parties de l'intelligence artificielle. Ensuite, nous avons les premières applications industrielles de l'intelligence artificielle qui datent de 1950 en 2020. Aujourd'hui, derrière les années 50, on parlait de la cybernétique, on parlait des perceptrons, des réseaux de neurones. Dès les années 90 et 2000, on parlait de data mining, machine learning, la fouille des données, data mining qui est la fouille des données, les algorithmes de machine learning. Dès les années 2010, on parlait du terme big data. Et 2012, avec la création des GPU, de deep learning en train de prendre de l'ampleur. Et partout sur les nets, sur les réseaux sociaux, on fait du sémantique web. C'est à partir du sémantique web qu'on fait tout ce que vous connaissez, telles que les publicités ciblées, les méthodes de prédiction en se basant sur les messages que vous mettez sur le net, et ainsi de suite. Il y a plein d'applications d'intelligence artificielle qui furent inventées de 1950 jusqu'à 2020. Et tous les jours, des chercheurs ne dorment pas, des scientifiques ne dorment pas, tout le monde ne dort pas. Aujourd'hui, dans toutes vos solutions, il est nécessaire d'intégrer des algorithmes d'intelligence artificielle pour vous alléger la tâche, surtout dans le traitement des données, puisque un homme ne peut plus s'assurer, regarder pour pouvoir traiter les données d'un fichier Excel. Non, c'est impossible. Si vous avez un site où il y a près de 100 personnes qui visitent le site par jour, 1000 personnes, là, vous êtes obligé d'insérer un algorithme d'intelligence artificielle pour vous faciliter la tâche en ce qui concerne l'intelligence artificielle. Il y a des questions jusqu'à ce point?
Je suppose non. Nous allons continuer. Monsieur, regardez le chat. Pardon? Je ne vous écoute pas très bien. Il y a une question sur le chat. Il y a une question sur la discussion. Une question sur... Sur le chat. Ah, ok. Ok, s'il vous plaît, prof, est-ce qu'une machine peut-elle développer de l'intelligence jusqu'à dépasser l'intelligence humaine? Ça se passe comment? C'est ce qu'on parle d'intelligence, de principe de singularité qui peut arriver plus tard. Mais, à mon humble avis de scientifique, allô? Oui, je disais tantôt. Ah oui, oui, désolé. La question de Madame Edwige Maché, s'il vous plaît, prof, comment est-ce qu'une machine peut-elle développer de l'intelligence jusqu'à dépasser l'intelligence humaine? Comment ça se passe comment? Je disais que ici on parle également de, c'est la question que soulèvent certains internautes concernant la singularité technologique. En fait, la machine peut travailler 24 sur 24, l'homme ne peut pas travailler 24 sur 24. Il y a des applications que la machine peut faire, il y a des applications que l'homme ne peut pas faire. C'est la machine, c'est l'homme qui a programmé la machine pour que la machine puisse faire des tâches que lui, l'homme ne peut pas réaliser à temps réel et 24 sur 24. Donc, je ne sais pas, ça peut arriver, je ne peux pas dire non, puisque la science est évolutive, je ne peux pas dire non, mais ça peut arriver, ça peut arriver que la machine dépasse l'homme. Si et seulement si la machine commence à développer une conscience, la machine commence à avoir des émotions réelles. Parce que je n'ai pas encore vu une machine qui pleure. Même comme on parle de, il y a des algorithmes pour analyser les émotions humaines, mais il n'y a pas encore une machine qui développe une conscience, il n'y a pas encore une machine qu'on a vu pleurer. Donc, à mon avis, ça peut arriver, il n'y a pas de limite, il n'y a pas, je ne sais pas, mais ça peut arriver, on ne sait pas quand, mais ça peut arriver, mais la machine ne peut pas remplacer l'homme. Parce que lorsque l'intelligence artificielle donne son rapport, on a toujours besoin de l'homme pour pouvoir vérifier ce rapport et prendre des conclusions. Et merci beaucoup, Madame Edwige, pour ta question. Nous sommes toujours dans les applications et l'histoire de l'intelligence artificielle, où en 60, dans les années 60, on a créé 52 plus précisément, première intelligence qui battait déjà l'homme sur le jeu des dames. Ensuite, nous avons Deep Blue qui bat le champion de Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Excusez-moi, s'il vous plaît, j'ai une question. Oui, vas-y. Oui, monsieur Ali Bézard. Il a posé sa question au niveau des messages, monsieur. Oui, je suis en train de dire. À quel niveau intervient la logique des prédicats et des propositions? Est-ce nécessaire? Est-ce vraiment nécessaire lors de la conception d'une intelligence artificielle? Merci, monsieur Ali, pour cette question. Très bonne question, d'ailleurs.
En fait, l'intelligence artificielle, lorsque vous concevez une intelligence artificielle, vous n'êtes pas obligé de prendre tous les algorithmes d'intelligence artificielle et de les prendre ensemble. Par exemple, la logique des prédicats ne fait pas partie des algorithmes de machine learning, mais fait partie de la famille des algorithmes d'intelligence artificielle. Donc, et la logique des propositions. Ces deux logiques-là sont plus utilisées dans les algorithmes des systèmes des experts, par exemple, où on se sert énormément d'une base de prédiction, une base de proposition pour concevoir un système d'experts. Donc, ce n'est pas dans tous les algorithmes qu'on les utilise. Lorsque tu identifies ton algorithme, ou bien ton problème, en fonction de ton problème, tu peux connaître avec plusieurs années d'expérience quel type d'algorithme utiliser pour pouvoir résoudre mon problème. Je ne sais pas s'il a répondu à ta préoccupation, monsieur Ali. Oui, c'est bon, monsieur. D'accord, je te remercie aussi. Je parlais tout à l'heure de 1997 où nous avons vu ensemble la machine conçue par IBM Deep Blue, pour pouvoir battre le champion du monde entier au jeu d'échecs. Nous tous, nous connaissons la complexité dans le jeu d'échecs, où le jeu d'échecs est d'abord un jeu de stratégie. Et nous connaissons ensemble la complexité qu'il y a dans le jeu d'échecs. Il y a une machine qui a pu battre le champion du monde au jeu d'échecs. Nous avons le jeu de Go où on a battu en 2016 le champion du monde du jeu de Go. Il y a Deep Star qui a battu les champions du monde dans les jeux de poker. Donc, l'intelligence artificielle est en train de croître et les algorithmes sont en train de pouvoir ne pas venir remplacer l'homme, mais aider l'homme dans ses tâches quotidiennes. Parce que certaines personnes ont souvent peur de l'intelligence artificielle en disant que l'intelligence artificielle va venir remplacer l'homme, mais non, c'est vrai, il y a certains processus, il y a certains métiers qui disparaissent dans certaines entreprises, mais il y a création de plusieurs nouveaux métiers. Donc, si vous avez des questions concernant l'historique, vous les posez avant que nous passons à la deuxième partie qui concerne la définition elle-même de l'intelligence artificielle dans son sens scientifique et technologique du terme. Monsieur, j'ai une question. Oui. Par rapport à la machine qui avait réussi à battre le champion du monde des échecs, lors de la conception de la machine, c'était le but même ou bien c'était juste créer une machine qui va pouvoir jouer et après la machine s'est surpassée? Non, c'était en fait, étant donné, merci pour ta question, étant donné que l'intelligence artificielle, son but c'est de faire quoi? Se baser sur ce que vous avez eu à faire et apprendre comment vous jouez pour pouvoir vous battre après. Moi, par exemple, je suis un fan du jeu de Scrabble, je joue généralement le Scrabble avec la machine. Mais au fur et à mesure que tu deviens fort, la machine devient cherche aussi à devenir fort en se basant sur tes propres mots de ce que tu es en train de réaliser. Et demain, la machine qui ne se fatigue pas, d'ailleurs, va pouvoir te battre dans ton propre jeu, puisque la machine ne se fatigue pas. À un moment donné du jeu, les échecs peuvent prendre 4 heures de temps, 5 heures. À un moment donné, tu peux avoir la fatigue, tu ne peux même plus être lucide, mais la machine est toujours lucide et la machine va finir par te battre. Donc, le but de l'intelligence artificielle, c'est de se baser, d'apprendre au début un programme, normalement, et ensuite, après programmation, les poids et les biais qu'on verra, ces notions-là demain, se mettent à jour au fur et à mesure que vous jouez. La machine, ce n'est pas du premier jour qu'on a conçu la machine que cette machine a battu le champion du monde du jeu en échec. Non. Si je veux répondre à ta question en donnant quelques dates sur la machine pas AlphaGo, c'est DeepMind. Avant de battre le champion du monde du jeu en échec, la machine a d'abord battu le 9e au classement mondial, ensuite le 7e, ensuite le 5e avant de battre le premier
du monde. C'est bon? Ok, merci pour ta question aussi. Intelligence artificielle. On parle de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Nous allons commencer par cette citation de Serge Zeder, qui est un écrivain, où il dit: pour exercer sa suprématie, l'homme créa l'intelligence artificielle à son image au risque de s'y soumettre. Donc, si on ne le fait pas, demain on ne sait jamais, l'intelligence artificielle peut nous commander et on ne souhaite pas que ça arrive, car il y a toujours une éthique dans tout ce que nous abordons dans les notions scientifiques. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Nous ne pouvons pas définir l'intelligence artificielle sans toutefois définir la notion d'intelligence. La notion d'intelligence intègre la capacité à comprendre, à apprendre et à s'adapter à des situations nouvelles. On retrouve à des niveaux variables ces capacités des systèmes non vivants ou des systèmes vivants très simplifiés par rapport au cerveau humain. Laissez-moi prendre certains exemples. Vous savez, les fourmis n'ont que 250 000 neurones, vous pouvez vérifier. L'homme a des milliards de neurones et les fourmis n'ont que 250 000 neurones en tout. Mais les fourmis font preuve d'une certaine intelligence collective. Si vous avez déjà remarqué, comment fonctionnent les fourmis, si vous avez déjà pu observer, lorsque vous prenez un morceau de sucre, vous le mettez dans votre cou, quel est le comportement des fourmis face à ce morceau de sucre? Étant donné que les fourmis n'ont pas de yeux, ils s'orientent en utilisant les phéromones qu'ils déposent. Et en se basant sur le comportement des fourmis, on a inventé certains algorithmes d'intelligence artificielle basés sur le comportement des fourmis. Vous pouvez chercher l'algorithme de colonie de fourmis. Si vous tapez l'algorithme de colonie de fourmis, cet algorithme a été utilisé aussi dans le processus de fonctionnement des routeurs en informatique pour pouvoir donner les meilleurs parcours à vos paquets d'informations que vous envoyez via le net. Donc, l'intelligence artificielle, c'est quoi? Lorsque vous regardez cette figure où nous avons mis l'intelligence artificielle au centre, nous avons mis plusieurs disciplines autour. En se basant sur cette figure que vous êtes en train de voir comme moi, nous pouvons définir l'intelligence artificielle comme quoi? Une discipline de l'informatique intimement liée à d'autres sciences telles que les mathématiques, la logique, les statistiques, qui lui servent de base théorique. Les sciences humaines telles que quoi? Les sciences cognitives, la psychologie, la philosophie, la linguistique aussi, et aussi la neurobiologie qui aide à reproduire des composantes de l'intelligence humaine par la biomimétisme. Donc, enfin, on utilise aussi les technologies matérielles qui servent de support physique à l'exécution des logiciels d'intelligence artificielle. Lorsque vous regardez la figure suivante, vous voyez philosophie. Nous avons un raisonnement, nous donne raisonnement et nous avons une logique. Vous regardez sciences humaines, nous avons quoi? Reconnaissance et nous avons un modèle cognitif. Lorsque vous regardez la neuroscience, nous avons la simulation et nous avons par retour un mimétisme. C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure la biomimétisme. Lorsque vous regardez la biologie, nous avons traitement et nous avons
génomique, mimétisme. Nous avons l'informatique, nous avons quoi? Des outils et nous avons des méthodes. Si nous regardons la linguistique, nous avons des syntaxes sémantiques et nous avons traitement en retour. La mathématique nous donne quoi? La logique, et en retour, nous avons une simulation. On se sert de toutes ces disciplines pour pouvoir mettre en place une intelligence artificielle. Nous avons de la chance de nos jours, en 2020. Nous avons des ordinateurs extrêmement rapides. Nous avons les outils, tous les outils autour de nous. Nous avons l'Internet où nous pouvons faire nos recherches et connaître ce qui se passe n'importe où, n'importe comment, et se baser sur les travaux de certains scientifiques pour ne pas recommencer la roue à zéro, puisqu'on n'invente pas l'intelligence artificielle. On n'invente pas certains algorithmes. On se base sur les travaux de plusieurs scientifiques pour pouvoir nous prendre ces travaux comme un tremplin et développer nous-mêmes nos propres intelligences artificielles. Donc, en somme, nous pouvons dire quoi? L'intelligence artificielle est un ensemble de techniques permettant de résoudre des problèmes complexes en s'inspirant de mécanismes cognitifs humains s'agissant de manière relationnelle en fonction des faits, des données et d'expériences et capable d'atteindre de manière optimale un ou plusieurs objectifs donnés. Des questions à ce niveau par rapport à la définition? Non, monsieur, ça va. Ok. On demande si vous pouvez reprendre la définition. Oui, très bien. La définition, j'ai mis la définition dans cette diapo. J'espère que vous tous vous voyez la définition. Vous voyez la définition? Ok. Donc, quand vous voyez la définition, on a bien dit l'intelligence artificielle, ensemble de techniques permettant de résoudre des problèmes complexes en s'inspirant de mécanismes cognitifs humains, s'agissant de manière rationnelle en fonction des faits, données et expériences, et capable d'atteindre de manière optimale un ou plusieurs objectifs donnés. Donc, toujours sur cette diapo, nous pouvons dire que la rationalité n'est pas l'omniscience, mais la capacité à agir en fonction des informations disponibles, y compris celles qui sont ambiguës. Ainsi, étant donné que l'intelligence artificielle se base énormément sur cette rationalité, donc cette rationalité est habituellement limitée par notre volonté, nos propres volontés, le poids émotionnel de notre cerveau limbique et notre capacité d'optimisation. Nous sommes des hommes, nous avons un corps qui se fatigue, qui doit se reposer. Or, la machine, mise sous certaines conditions, peut ne jamais se fatiguer. À haut niveau, on peut découper l'intelligence artificielle en 3 grands domaines, dont 2 que nous avons déjà décrits. Donc, nous pouvons découper l'intelligence artificielle en 3 grands domaines. Nous avons ici, qu'est-ce que nous avons mis ici? L'intelligence artificielle comme symbolique, intelligence artificielle connexionniste, et nous avons aussi l'intelligence artificielle de comportementaliste. Maintenant, on se pose bien évidemment la question de savoir intelligence artificielle, le symbolisme, connexionnisme et comportementalisme. C'est quoi tous ces différents thèmes? Pour expliquer simplement, le symbolisme par exemple, le symbolisme se focalise sur la pensée abstraite et la gestion des symboles, l'algorithme et la logique. C'est-à-dire quoi? Le symbolisme modélise notamment les concepts sous
la forme d'objet reliés entre eux par des prédicats logiques appartiennent à. C'est presque la question de notre participant tout à l'heure. Donc, en fait, le symbolisme, c'est une approche macro de résolution de problèmes. Donc, on parle de symbolisme en intelligence artificielle, c'est une approche macro pour résoudre des problèmes. Donc, c'est dans cette catégorie que l'on peut ranger les systèmes experts. Si notre participant là se rappelle, en expliquant les prédicats logiques, il a parlé des systèmes experts. Des moteurs de règles qui les font fonctionner et dans une certaine mesure de web sémantique. Donc, c'est dans cette classification-là qu'on parle de symbolisme. Des questions à ce niveau? Oui, monsieur, j'aimerais savoir, qu'attendons-nous lorsqu'on parle de prédicat en termes de prédiction? Non, ce n'est pas la prédiction. Prédicat n'est pas la prédiction, mon cher. Prédicat, c'est quoi? On peut faire des faits et des règles. On dit, ceci appartient à. Donc, quand on parle, par exemple, de tel mot, on dit ça appartient à quelle catégorie, si appartient à quelle catégorie. Si tu as eu affaire avec des systèmes experts, lorsque tu as une base de faits, base d'ensemble, on les fait de matching entre eux. Lorsqu'on internaute dans les systèmes experts qu'on utilise énormément dans la santé, lorsque par exemple vous avez affaire à un système expert, vous tapez sur votre machine, je veux manger par exemple, ou bien j'ai le palu. Le système expert va regarder dans sa base de faits. On va dire, le palu appartient à quelle catégorie? On va regarder, il va vous répondre. Si tu as le palu, voici les différentes choses que tu dois prendre en compte. J'ai le palu, on te donne la réponse du palu. Si tu as le palu, tu dois prendre ci et ça. Ça, c'est comme ça que fonctionne le système expert. Donc, les prédicats logiques, ce n'est pas la prédiction ou bien la prévision. Non. Les algorithmes qui font la prédiction et la prévision sont uniquement les algorithmes de machine learning, uniquement. Et le machine learning est une partie de l'intelligence artificielle. Donc, vous avez le machine learning et à l'intérieur du machine learning, vous avez encore des deep learning, l'apprentissage profond. C'est bon? Il a répondu à ta question? Ok, c'est bon, monsieur. D'accord. Une autre personne a d'autres questions? Ok. Non. Nous allons continuer. Nous continuons avec le connexionnisme. Le connexionnisme se focalise sur quoi? Ça se focalise sur la perception. Quand on parle de perception, on va parler de la vision. Donc la reconnaissance des formes et s'appuie notamment sur des réseaux de neurones artificiels qui reproduisent à petite échelle et de manière approximative le fonctionnement génétique du cerveau. C'est la vision micro et probabiliste de la résolution des problèmes. Donc, nous voyons que le symbolisme voit les choses de façon macro. Le connexionnisme voit les choses de façon micro. Donc, ici, on peut ranger les algorithmes de deep learning qui utilisent la vision artificielle pour le traitement de la parole. Lorsque vous avez affaire aux algorithmes de traitement de reconnaissance faciale, reconnaissance vocale, de tracking des personnes, tracking des voitures, ainsi de suite, là, on va parler de le connexionnisme. Et là, on utilise les algorithmes de deep learning et quelques algorithmes de machine learning. Donc, l'intelligence artificielle est aussi associable aux méthodes stochastiques et heuristiques sur du machine learning. Donc, c'est vraiment ces catégories-là qu'on peut classer les algorithmes de deep learning pour pouvoir gérer tout ce qu'on appelle la vision par ordinateur, tout ce qu'on appelle la reconnaissance vocale, reconnaissance faciale. En fait, tout ce que votre appareil photo ou bien votre appareil photo peut capter
Là, les algorithmes de deep learning et de machine learning entrent en jeu. On va faire des exemples concrets, très simples. Nous, on va vous montrer des vidéos très simples demain pour vous montrer comment fonctionnent ces applications, ces algorithmes-là de façon succincte. Et enfin, on a le comportementalisme qui s'intéresse ici aux pensées subjectives de la perception. Subjectif pourquoi? Ce dernier domaine, on peut intégrer ce dernier domaine que l'on peut intégrer l'informatique affective ou ce qu'on appelle de nos jours, dans la science de nos jours, affective computing. En fait, le comportementalisme étudie quoi? Les moyens de reconnaître, exprimer, synthétiser et modéliser les émotions humaines. Donc, c'est la capacité qu'aujourd'hui, vous connaissez IBM Watson. IBM Watson est censé apporter au robot Pepper et SoftBank Robotics. Vous pouvez taper plus tard, je vais vous donner à la fin les descriptions pour pouvoir voir ces différents robots qui sont déjà développés pour que ces robots-là puissent développer, comme on disait, développer quelques sentiments pour pouvoir ressembler à une intelligence humaine. Mais c'est un nouveau domaine, c'est très récent, ça date de 2018. Donc on y travaille encore sur l'affective computing. Des questions? Ok. Comment on peut introduire un algorithme d'intelligence artificielle dans un système embarqué? Monsieur le légendaire, j'aime ton nom aussi. Comment on peut introduire un algorithme d'intelligence artificielle dans un système embarqué? Qu'est-ce qu'un système embarqué, mon cher? Un système embarqué, c'est un système informatique et électronique qu'on met ensemble pour pouvoir réaliser une seule tâche bien précise et autonome. Il faut bien préciser, et autonome. Maintenant, quand tu as ton système embarqué, tu as ton algorithme que tu as écrit. Si on prend l'exemple d'un algorithme, par exemple, d'ouverture et fermeture d'une porte, et prends un algorithme simple comme ça. Tu écris ton algorithme ainsi sur ton kit Arduino ou bien sur ton Raspberry Pi et tu intègres. Maintenant là, ça ouvre et ça ferme la porte. Et ça ouvre quand peut-être quelqu'un est en train de se présente devant la porte avant que ça ouvre. Maintenant tu te dis, quand quelqu'un se présente à la porte avant que ça ouvre, il y a perte de temps. Qu'est-ce que tu fais? Tu apprends ton système à pouvoir reconnaître quand une personne est en train d'arriver. Maintenant, dans ton algorithme que tu vas mettre dans ton système embarqué, lorsqu'un individu est en train d'arriver, la porte s'ouvre automatiquement. Puisque, par exemple, avant qu'un individu arrive, il ressent par exemple certains bruits, il connaît que ça c'est le bruit de la poule, ça c'est le bruit de l'homme, il fait la différence, il connaît que c'est le bruit de l'homme, la porte s'ouvre très facilement. Donc c'est quelques petits exemples, mais c'est très facile de pouvoir implémenter parce que tout ce qu'on fait, tous les algorithmes que nous écrivons, c'est pour les incorporer dans les systèmes embarqués, dans les microprocesseurs, dans les microcontrôleurs. Et quand on parle de robots intelligents ici, ce sont des robots qui ont un cerveau à base de microprocesseurs. C'est bon? Monsieur le légendaire, on peut continuer, c'est bon? Très bien. Maintenant, on arrive à ce schéma. Si on reprend plus ou moins ce découpage, ou bien cette autre segmentation sous forme d'arbre comprenant 3 branches,
Vous avez cet arbre qui comprend 3 branches. L'une pour les tâches d'expertise, la seconde pour les tâches courantes, telles que quoi? Perception, sens commun, raisonnement, langage. Et la troisième pour les tâches formelles, telles que mathématiques et jeux, comme vous l'avez vu, math and games. Cette autre segmentation est très utilisée. Comprend machine learning, le deep learning, le traitement du langage, le système SP, la robotique et la visio. Lorsque vous regardez l'arbre de gauche et l'arbre de droite, vous voyez c'est presque la même chose, mais on a plus développé l'arbre de gauche et l'arbre de droite. Et la racine qui alimente l'intelligence artificielle, vous voyez aussi la racine. On peut citer l'informatique, mathématiques, tout ce que nous avons vu plus haut. L'intelligence artificielle. Monsieur. Oui. Vous pouvez un peu revenir sur. Je n'ai pas vraiment très bien compris le concept de l'arbre. Pour le concept de l'arbre, monsieur Koumé, on segmente l'intelligence artificielle sur 3 branches. Première branche représente les tâches d'expertise. Raison pour laquelle tu vois les tâches d'expertise, telles que quoi? On utilise ces branches dans l'ingénierie, dans l'analyse financière. Ce sont les tâches de pointe d'expertise où la moindre erreur, le moindre zéro qu'on ajoute peut gâter tout type de prévision. Raison pour laquelle on parle de tâches d'expertise. Dans ces tâches d'expertise, on va bien sûr utiliser des algorithmes de deep learning et de machine learning aussi. Ensuite, on parle des tâches courantes de la vie, telles que quoi? La perception, les sens communs, le raisonnement, le langage. Ici, on va parler de l'algorithme de NLP, Natural Language Processing, autant pour moi. Comme tu as vu ici, Natural Language Processing. Ensuite, troisième branche, on va parler des tâches formelles, telles que quoi? Les tâches mathématiques, les tâches de jeu. C'est bon maintenant, monsieur Koumé? C'est bon, monsieur. D'accord, merci. Toujours dans la définition de l'intelligence artificielle. Lorsque vous voyez ici l'intelligence artificielle, demain on va revenir sur ces algorithmes-là avec des exemples. Aujourd'hui, ce sont les bases concepts pour que demain, lorsqu'on parle de tel chose, de tel thème, bien de tel concept, vous ne posez plus de questions. Intelligence artificielle, vous avez les algorithmes de machine learning. Dans les algorithmes de machine learning, vous avez les algorithmes de deep learning et des analyses prédictives. Dans les algorithmes d'intelligence artificielle, nous avons les algorithmes de Natural Language Processing, NLP, qui est un champ très vaste. À partir de ça, vous avez la translation. Vous connaissez Google Translate, qui est basé sur des algorithmes de NLP. Vous avez la classification de Cochrane, vous avez l'extraction de l'information. Vous avez les algorithmes qui font du speech to text et du text to speech. Vous avez ces algorithmes-là qui sont implantés dans vos téléphones, iPhone et autres. Lorsque vous parlez, ça transforme en texte. Et lorsque vous pouvez transformer les textes en speech, lorsque vous êtes fatigué de lire un document, vous avez votre robot qui peut lire à votre place. Vous avez les algorithmes des systèmes experts. Vous avez les algorithmes de planification et d'optimisation. Ici, quand on va parler des algorithmes d'optimisation, on va revenir sur les algorithmes de colonies de fourmis. On va revenir sur les algorithmes génétiques. On a l'algorithme de robotique, on a l'algorithme de la visio par ordinateur. On parle de reconnaissance d'image, on parle de reconnaissance faciale, reconnaissance vocale et autres types d'algorithmes. Donc, tous ces algorithmes-là font partie de la famille des algorithmes et de l'intelligence artificielle.
Parce que certaines personnes pensent que l'intelligence artificielle, c'est seulement les algorithmes de machine learning ou de deep learning, mais c'est très faux. L'intelligence artificielle, c'est vraiment une discipline très, très vaste. Ici, l'intelligence artificielle, si vous permettez, représente à la fois un pan entier de l'informatique avec sa diversité. Les briques de l'intelligence artificielle, les briques technologiques, ses méthodes, ses assemblages et solutions en tout genre, et un ensemble de technologies qui sont maintenant imbriquées dans quasiment tous les pans du numérique. Donc l'intelligence artificielle, c'est véritablement un écosystème hétéroclite où la grande majorité des solutions commerciales de nos jours d'intelligence artificielle sont faites de briques et de blocs en fonction des besoins spécifiques. Les briques technologiques les plus génériques de l'intelligence artificielle sont les bibliothèques logicielles et outils de développement comme si vous faites de l'intelligence artificielle, mes chers, où je vous conseille fortement de faire de l'intelligence artificielle, vous êtes obligé d'utiliser des librairies telles que TensorFlow. TensorFlow va vous faciliter la tâche qui implémente les algorithmes de deep learning pour vous faciliter la tâche dans l'implémentation de vos algorithmes. Vous avez Keras aussi, qui est les algorithmes de deep learning pour vous faciliter la tâche. Vous avez Theano, qui fut récemment créé, qui est assez puissant comme TensorFlow. Vous avez sklearn, qu'on appelle scikit-learn, qui implémente les algorithmes de machine learning que vous utilisez de nos jours. Comme on utilise beaucoup d'algorithmes de machine learning, sont implémentés dans la bibliothèque sklearn. Vous avez la bibliothèque DLib qu'on utilise, qui implémente les algorithmes permettant de faire facilement la détection faciale. Vous avez Torch, qui implémente les algorithmes de deep learning. Vous avez OpenCV, qui est une bibliothèque incontournable lorsqu'on fera ensemble des applications sur la reconnaissance faciale et la reconnaissance vocale. Toutes ces bibliothèques, n'oubliez pas, lorsque d'ici 4 semaines, lorsqu'on va faire des séances visioconférences pratiques, avant la séance, une semaine avant la séance, vous allez installer, on va vous donner la procédure à suivre pour installer toutes ces bibliothèques sur vos ordinateurs, afin de pouvoir commencer à écrire vos propres algorithmes intelligents. Demain, vous nous montrera quelques exemples. Oui, vous avez une question? Oui, la question c'est par rapport au logiciel à utiliser pour faire. Oui. Par rapport au logiciel à utiliser, il n'est pas très bien compris la question. Quel est le logiciel qu'il faut télécharger pour cette librairie? Non, regardez, par exemple, si vous travaillez sur Ubuntu, comme moi, par exemple, parce que sur Ubuntu, il y a il y a une très grande communauté informatique qui vous permet de débloquer rapidement vos solutions lorsque vous travaillez sur Ubuntu. Si vous travaillez sur Ubuntu, par exemple, la première des choses à faire qui sera facile pour vous, c'est d'installer IDE, interface de développement, pour pouvoir facilement télécharger vos librairies. Vous pouvez télécharger Anaconda, par exemple. Anaconda. Quand vous installez Anaconda sur vos machines sur Ubuntu, vous téléinstallez Anaconda 64 bits, par exemple. Ça vient déjà avec Jupyter, qui est l'IDE qu'on va généralement utiliser pour faire nos tutos. Vous avez Spider. Vous pouvez aussi installer. Il y a plusieurs IDE qui viennent d'Anaconda. Maintenant, Anaconda vient avec son propre get pour pouvoir chercher les logiciels qu'on appelle Conda. Donc, en utilisant la commande Conda, vous tapez juste Conda install
TensorFlow, par exemple, ça va installer TensorFlow. Conda installe Keras, ça va installer. Donc, on vous donnera la procédure à suivre pour que vous puissiez installer tous ces algorithmes-là dans votre machine et pour pouvoir faire la pratique, les séances pratiques avec nous lorsqu'on pratiquera l'intelligence artificielle ensemble. D'accord, mais est-ce qu'on peut rester dans l'espace Windows? Oui, tu peux rester dans l'espace Windows, il n'y a pas de problème. Dans l'espace Windows, il y a aussi Anaconda. Tu installes Anaconda. Anaconda viendra avec son prompt, le prompt d'Anaconda. Où tu cliques sur le prompt d'Anaconda et là, tu tapes les mêmes commandes pour pouvoir installer toutes ces librairies. Ok, merci. Merci. S'il vous plaît, monsieur. Oui, Est-ce que si on utilise une machine virtuelle, c'est aussi possible d'installer toutes ces librairies? Oui, c'est possible d'installer. Si tu travailles sur le cloud d'Amazon ou bien de Google, par exemple, je ne sais pas. Quand tu parles de ma machine virtuelle, c'est un cloud ou bien une machine virtuelle que tu as. Bon, une machine virtuelle que j'ai installée. Par exemple. VirtualBox VMware. Oui, VirtualBox. Oui, j'ai VMware. Le problème avec les machines virtuelles, tu peux tout faire. Ce qu'on demande, tu peux tout faire. Mais maintenant, généralement, certaines machines virtuelles comme VirtualBox n'a pas accès, par exemple, à ta caméra, à ta webcam. Donc, tu n'as pas accès à ta webcam lorsque tu travailles sur VirtualBox sur ta machine. Donc, comme on va faire des exemples sur peut-être la reconnaissance faciale, tu ne pourras pas tester facilement dans la machine virtuelle VirtualBox. Parce que tu n'as pas accès à ta webcam, tu n'as pas accès à toutes les fonctionnalités de tout le potentiel qu'offre l'intelligence artificielle en général. Ok, merci monsieur. Ok. Si vous regardez la diapo qui suit, sur cette diapo, l'intelligence artificielle doit fonctionner en disant quoi? Lorsque vous voulez faire des applications d'intelligence artificielle, tout à l'heure, un des participants a posé la question les voitures auto-intelligentes. En 2018, il y a eu deux voitures, il y a eu Tesla, des voitures marque Tesla et des voitures intelligentes qui n'avaient pas de chauffeur, comme les mécanismes qu'on voyait quand on était petit, il n'y avait pas de chauffeur. Ou LeBron James et a eu une de ses voitures, je ne sais pas si Tesla bien s'il a acheté une de ses voitures, mais il y a vu une publicité où LeBron James était assis derrière ses voitures, la voiture roulait d'elle-même. Donc, on quitte des données, on se base sur des techniques en utilisant des outils et on produit des solutions. Ça veut dire quoi? Pour faire de l'intelligence artificielle, si on n'a pas de données, ça ne sert à rien de faire de l'intelligence artificielle. Puisque le système va apprendre à partir de quoi si le système n'a pas de données? Donc, nous avons besoin des données comme tremplin d'intelligence artificielle. D'où proviennent ces données? Nous avons des données qui proviennent des tests, des micros que nous avons, des caméras, de l'imagerie, des bases de connaissances de règles, des logs Internet et ainsi de suite. La semaine dernière, quand on parlait du Big Data, on parlait des différentes données. Tout ce que nous faisons est enregistré sur le net. Même si vous êtes connecté sur Internet déjà, tous vos données, même si on parle de CSA, tous vos données sont sauvegardées quelque part. Et c'est à partir de vos données-là que les grosses films utilisés pour concevoir ou bien pour mettre à jour leur propre logiciel. Donc les solutions que nous avons des solutions de reconnaissance faciale, de détection faciale, des voitures automatiques. Nous avons des solutions de cybersécurité intelligente, de marketing, où on va faire de l'hyper-ciblage marketing, des solutions financières, où l'audit à l'entreprise devient extrêmement facile.
Monsieur, j'aimerais savoir, justement, est-ce que cette solution-là, avec le temps, ne peut pas exploiter justement ces données et le réseau pour se cultiver et évoluer à l'insu de l'homme? Oui, c'est ça le problème que posent certains internautes sur la singularité. Que est-ce que l'homme, tu as eu à voir le film de Will Smith pour les robots là. Oui, j'ai déjà eu à voir ça. Voilà, c'est la même chose, c'est ce qu'on dit souvent, qu'un jour on ne sait pas. C'est ça pour le principe de singularité dans l'intelligence artificielle. Ces systèmes-là peuvent évoluer jusqu'à se rendre compte que le problème du monde c'est l'homme, comme dans Will Smith, que le problème du monde c'est l'homme. Et pour sauvegarder le monde, eh bien, il faut se débarrasser des hommes. Ça, c'est la peur, ce qui freine encore certaines personnes à croire à l'intelligence artificielle, à se lancer dans l'intelligence artificielle. Mais, on ne peut pas développer un système sans mettre ce qu'on va appeler les portes dérobées, sans mettre les roues de secours, sans mettre un bouton où on va appuyer pour éteindre tout. Donc, il y a ce problème-là. Ce problème-là peut arriver, mais ce n'est pas encore le moment. Ça peut arriver, mais il ne sait pas que ça peut arriver, il ne sait pas encore. Ok, monsieur. Merci. Donc, si on peut résumer l'intelligence artificielle, on peut résumer l'intelligence artificielle en se basant sur cette diapo. La définition de l'intelligence artificielle, observer. On observe en disant quoi? Les capteurs, les données, les tags. En se basant sur les algorithmes de machine learning et de deep learning. Analyser les questions, les faits, les règles théoriques et les lois. Ceci en utilisant les moteurs de règles, les systèmes des experts, la logique floue. Expérimenter in vivo les théories, les hypothèses, les tâtonnements. Les interactions avec le monde physique et l'apprentissage par renforcement, le reinforcement learning. Simuler in silico les lois connues, le réductionnisme, modélisation par supercalculateur ou calculateur quantique. Donc nous avons les règles formalisées, nous avons des règles formalisées telles que la logique discrète, les systèmes fermés, la logique continue, les systèmes semi-ouverts. Et nous avons les règles inconnues, les systèmes ouverts, non complexes, non simulables, qui nous donnent des données permettant d'identifier des règles implicites via le machine learning, les algorithmes de machine learning. Et pour chuter sur cette présentation de nos jours, d'aujourd'hui, on chute avec cette belle diapositive où on présente les faits et réels, les données structurées, la vision, le langage et quels sont les différents algorithmes qu'on utilise. Donc l'intelligence artificielle, c'est un tout qui gère les agents et les réseaux d'agents, les raisonnements de machine learning, les réseaux de neurones. Et dès demain, nous vous présenterons des applications et des algorithmes où nous allons commencer d'abord par stimuler votre envie sur l'intelligence artificielle en vous présentant quelques applications que nous avons déjà eu à concevoir ici à IJTEC. Et vous allez voir comment fonctionne l'intelligence artificielle via ces applications-là. Et ensuite, nous vous présenterons les différents algorithmes et leur domaine d'application de l'intelligence artificielle. Et plus tard, nous programmerons la science pratique. Après toute cette série de sciences théoriques sur les nouvelles technologies, il y aura une deuxième série sur les sciences pratiques sur les nouvelles technologies où nous verrons comment pratiquer le big data, l'intelligence artificielle, l'Internet des objets, la réalité virtuelle et plein d'autres belles technologies qui nous offrent à nous.
aujourd'hui, avec la science, avec la technologie, c'est extrêmement facile d'apprendre. Je suis content aujourd'hui de voir certaines personnes qui se connectent sur notre plateforme pour apprendre de cette thématique en Vous avez des questions, s'il vous plaît? Monsieur, est-ce que ce serait possible d'avoir le support numérique ou bien... Bien sûr, le support sera mis à votre disposition sur la plateforme Retalme. Quand vous cliquez sur support de cours, vous allez voir, vous pouvez télécharger le support de cours de cette présentation dès lundi matin. Ok, monsieur. Dès lundi matin, même le support de Big Data, lorsque vous partez sur le cours Big Data, vous avez le support vidéo et le support du cours numérique de la semaine passée. Donc, tout est sur la plateforme de Retalme. Ok, monsieur, merci. Donc, si vous n'avez plus de questions, on se dit à demain, 15h50 heure du Cameroun. S'il vous plaît, 15h50 heure du Cameroun, s'il vous plaît. Demain, ça sera vraiment très, très intéressant parce que vous allez faire la pratique, vraiment la pratique et les applications de l'intelligence artificielle dans le monde quotidien et dans les différents domaines d'application. Donc, dans les différents domaines d'activité, soyez connectés, soyez là demain à 15h50. Oui, à 15h50 déjà. Et je vous remercie encore pour votre participation. Et oui. Avant qu'on se sépare, j'avais une question. Oui, allez-y, nous avons encore de temps. Que pensez-vous du développement de l'intelligence artificielle dans les années à suivre? Où est-ce qu'on va? Où est-ce que les recherches avancent? Ok. Où est-ce que nous allons? Où est-ce que les recherches vont nous mener? Pour moi, les recherches vont nous mener à développer des systèmes très autonomes, des systèmes autonomes, des systèmes intelligents pour aider l'homme dans sa prise de décision. D'après moi, c'est là où nous sommes en train d'arriver. Puisque l'intelligence artificielle va énormément impacter dans les systèmes, surtout dans le domaine de la médecine. Si vous avez déjà eu à voir si vous avez déjà eu à regarder un peu la glace technologie, si vous regardez sur YouTube une vidéo sur la glace technologie, c'est une technologie qu'on devait lancer cette année
où on montre l'utilisation du plein potentiel de l'intelligence artificielle dans le domaine de la médecine, dans le domaine commercial, dans le domaine dans le domaine du tourisme aussi. Donc, dans plusieurs autres domaines. Puisque lorsque toutes ces technologies-là sont en train de fédérer entre elles, toutes ces technologies-là ont un point focal, un point commun où ils se rencontrent pour pouvoir exploiter le plein potentiel. Ceci dans le but d'aider l'homme dans ses tâches au quotidien et non de remplacer l'homme. Nous avons toujours besoin d'hommes pour pouvoir effectuer des tâches. Et nous aurons toujours besoin des hommes dans les 20 années qui suivent. En attendant, peut-être 2030 pour voir ce que la technologie est devenue, pour pouvoir prendre une conclusion formelle dans les 30 années, 40 années qui suivent. Car de nos jours, avec l'avancée de l'électronique, les technologies de l'information avancent très rapidement. Parce que avec l'avancée des nouvelles technologies, des processeurs, les nouvelles technologies imbriquées, des microprocesseurs et de l'électronique, l'informatique peut déployer son plein potentiel. Ok, merci pour cette réponse. Quand vous parlez de remplacer l'homme, on ne pourra pas remplacer l'homme. J'ai envie de dire qu'avec toute la capacité de l'intelligence artificielle de nos jours pour projeter pour l'avenir, il me semble qu'il y aura certaines professions qui seront remplacées. Oui, madame, c'est normal. Il y a certaines professions qui sont remplacées, il y a d'autres qui sont créées. C'est ça la loi de la nature. Je veux prendre... Oui, et ceux qu'on crée sont plus que ceux qu'on a remplacés. Je vais prendre un exemple concret dans notre contexte ici. Exemple de profession. Avant qu'on faisait e-banking, la monnaie électronique ou bien un compte bancaire électronique, il y a eu l'arrivée de Orange Money et autres. On a vu comment certaines personnes qui travaillaient dans les entreprises comme Express Union et Western Union, Express Union et Express Exchange ont perdu leurs travaux parce qu'il y a plusieurs box qu'on a fermées. Mais lorsqu'on regarde partout dans la ville, par exemple de Yaoundé, on voit des box Orange Money et MTN Mobile Money presque partout, ce qu'il n'y avait pas. Ça veut dire qu'il y a eu création de nouveaux emplois. Quand on ferme des anciens emplois pour créer de nouveaux emplois. Quels sont les emplois qui seront créés? Peut-être ça vous répondra à ça, je ne sais pas, dans votre cours de demain. Des emplois, non, nous avons encore le temps, ne vous inquiétez pas. Des emplois qui seront créés, par exemple, il y aura des personnes qui vont travailler pour développer ces systèmes d'intelligence artificielle où on ne développe pas encore de nos jours. Il y aura des entreprises de montage des microcontrôleurs intelligents, bien des robots intelligents pour aider l'homme dans sa tâche quotidienne. Il y aura des personnes spécialisées dans l'intelligence artificielle dans les entreprises pour prendre dans les entreprises pour pouvoir aider l'homme dans sa tâche quotidienne, pour pouvoir aider les entrepreneurs dans sa prise de décision. Donc, il y a beaucoup de boulots qui seront créés, d'après moi. Beaucoup qui seront créés. Et demain, on verra quelques exemples qui permettront de répondre à ta question. D'accord. Je vais garder la suite pour demain, non? D'accord. Merci beaucoup pour ta participation. Et pour tous ceux qui sont là, n'oubliez pas, si vous avez besoin d'avoir votre attestation, écrivez à contact@igtech.com. Il y a laissé le lien contact@igtech.com. Monsieur, j'ai une question. Oui. Monsieur, lors de la présentation du cours, vous avez parlé des algorithmes pour l'intelligence artificielle. Vous avez cité des algorithmes précis. Oui.
est-ce que ce sont que ces algorithmes-là qui peuvent être utilisés pour le développement de l'intelligence artificielle? Les algorithmes génétiques. Pardon, monsieur. J'ai parlé des algorithmes génétiques comme des algorithmes d'intelligence artificielle, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Les algorithmes génétiques, c'est le nom qu'on donne à certains algorithmes. Qu'on a donné à certains algorithmes qui, pour pouvoir, qui simulent le comportement génétique de l'homme. En utilisant les chromosomes, comme on parle souvent, des chromosomes A, des chromosomes B, en utilisant ces chromosomes-là. Donc, ce sont les algorithmes, ce sont les algorithmes qui aident énormément dans l'optimisation des systèmes. Ok. D'accord. Si vous n'avez plus de questions, on se dit à demain à 15h50 bien précise. Et merci à tous. Merci beaucoup.